Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la classe de 4e A va vous présenter plusieurs rubriques sur le thème des Misérables de Victor Hugo. Pour cela, mesdames et messieurs, veuillez accueillir très chaleureusement le premier groupe qui a travaillé sur les différentes vies de Jean Valjean. Bonjour, je suis Alia et aujourd'hui on a invité Monsieur Victor Hugo. Alors on va parler des différentes vies de Jean Valjean. Alors la vie de Jean Valjean n'a jamais été facile. Et pour ça, il a dû changer d'identité beaucoup de fois. De base, Jean Valjean est un ancien forçat qui a passé 19 ans en bagne pour avoir volé du pain et pouvoir nourrir les 7 enfants de sa sœur. Il ne connaît plus que la haine jusqu'au jour où la générosité d'un évêque le transforme. Alors, après 19 ans en bagne, il a atterri à l'auberge de l'évêque qui lui a dit qu'il prenne le bon chemin et lui donne une autre chance dans la vie. Valjean tente sa chance et vole les couverts en argent de l'évêque. Mais quand il est attrapé par les gendarmes à cause de son passeport jaune, l'évêque dit qu'il lui a donné les couverts à l'ancien forçat et qu'il a oublié les chandeliers qui vont. Et il devient Monsieur Madeleine. Devenu un homme riche et prospère qui aide les autres, il est désormais Montreuil-sur-Mer et reçoit la Légion d'honneur. Jean Valjean a changé d'identité pour devenir quelqu'un d'autre et pour échapper à Javert et pour oublier son passé. Sous un autre nom et une autre adresse, il se sent libre. Mais le policier Javert est persuadé qu'il est Jean Valjean. À cause de la vie d'une femme de son usine, sa vie a changé encore une fois. Monsieur Madeleine, ou plutôt Jean Valjean, devient Monsieur Madeleine, à cause de cette mystérieuse femme. Mais c'est qui cette mystérieuse femme? Pour cela, on est obligé de parler d'un passage de sa vie. Fantine, mère célibataire, qui a été obligée de garder sa fille à un couple qu'ils ont en auberge, comme le père de la fille n'a pas voulu d'elle. Quand la surveillante de l'usine a découvert que Fantine a une fille, elle l'a licenciée de l'usine. Les Thénardier ont tellement menti que la pauvre Fantine a commencé à se prostituer, vendre ses cheveux, ses dents, etc. Car il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir envoyer de l'argent pour guérir sa fille. Mais en réalité, c'était un grand mensonge des Thénardier. Mais malheureusement, Fantine est tombée malade et morte, sans revoir sa fille. Et un de ses derniers mots à Monsieur Madeleine est de s'occuper de sa fille. Et donc, Valjean s'est obligé de se dénoncer, car un innocent allait rentrer à sa place. Mais il s'est enfui pour Cosette. Et après, il a pris le nom de Monsieur Leblanc. C'était un surnom qui lui a été donné par les étudiants qui le croisent dans le jardin de Luxembourg, avec Cosette, la fille de Fantine. Monsieur Leblanc a vécu le reste de sa vie avec cette identité. Cosette, qui est devenue sa fille, ne le sait toujours pas, même après sa mort. Merci Victor Hugo de nous avoir raconté cette belle histoire. Merci beaucoup, Madame Kiaga. Maintenant, nous allons passer au groupe suivant qui nous parlera de la justice et l'injustice au temps des Misérables. Que signifie la justice? La justice désigne le fait de corriger une inégalité, de faute, de combler un handicap, de sanctionner une faute. L'activité de la justice mobilise un ensemble de règles, de statuts, de pratiques, de discours et de métiers qui participent à la fonction de juger. Dans le livre Les Misérables, la justice apparaît à de nombreuses reprises, surtout au tout début de l'histoire. On trouve comme exemple la condamnation de Jean Valjean à 5 ans de travaux forcés dans une prison pour un vol de pain. Une personne ayant un passeport jaune empêche un ancien forçat de se réintégrer normalement dans la société, car maintenant il est considéré comme criminel. L'arrestation arbitraire de Fantine lors de l'altercation avec le bourgeois. Il en est d'ailleurs explicitement dit que pour Javert, la culpabilité de Fantine est évidente car elle est prostituée. La conduite et les propos de Javert et qui est persuadé qu'un homme qui a volé sera toujours un voleur, qu'un criminel sera toujours un criminel, et qui revient à condamner toute personne ayant commis un méfait à la perpétuité. Javert, dans ce roman, incarne la justice inflexible. Incapable de faire confiance et d'imaginer qu'un homme condamné une fois puisse devenir quelqu'un de bien, il applique la loi avec rigueur et même dureté, mais d'une forme partiale puisqu'il considère d'emblée qu'un bourgeois ne peut avoir tort devant une prostituée. On constate toutefois une évolution du personnage à la fin du roman. Lorsqu'il comprend que Jean Valjean lui pardonne, comme l'évêque lui avait pardonné, Javert ne parvient plus à le livrer à la justice, bien qu'il lui semble être son devoir. Tiraillé entre sa dette envers l'ancien forçat et la mission qui est la sienne, il ne trouve d'autre solution que le suicide, refusant finalement d'assumer que la clémence dont il vient de faire preuve en laissant Jean Valjean libre. Merci beaucoup, Karim et Ali. Nous allons à présent parler de l'amour sous toutes ses formes avec les 3 hommes. Bonjour, moi je m'appelle Ryan Manas. À côté de moi, il y a Ahmed Anfouti. Pour notre groupe, il faut parler sur l'amour sous toutes ses formes. Dans le livre Les Misérables, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour paternel-maternel, l'amour heureux et l'amour malheureux et impossible.
Pour l'amour maternel, on va choisir l'exemple de Fantine avec Cosette. Fantine pousse cet amour jusqu'au sacrifice en vendant ses cheveux, ses dents et même son corps pour avoir assez d'argent à envoyer aux Thénardier pour qu'ils prennent soin de Cosette. Pour l'amour paternel, je vais prendre l'exemple de Jean Valjean pour Cosette. Valjean va élever Cosette comme sa fille, en même temps se sacrifier pour laisser Cosette et Marius vivre leur amour en paix. Maintenant, je vais donner la parole à Ahmed. Merci Ryan. Pour moi, on a choisi l'exemple de l'amour heureux. On le voit entre Marius et Cosette. Ils s'aiment depuis leur rencontre au parc du Luxembourg. Finalement, ils se marient heureux. Au contraire, l'amour impossible est celui de Pauline envers Marius. Mais Marius est déjà amoureux de Cosette. Finalement, pendant la Révolution, elle sauve Marius en se prenant une balle de pistolet à la place de Marius. Merci beaucoup Ahmed et Ryan. Passons au quatrième groupe maintenant qui nous parlera du travail des enfants. Depuis le 19e siècle, les lois en France changent fortement, surtout sur le travail des enfants à l'époque. Au 19e siècle, la plupart des enfants travaillent dès 8-12 ans, employés dans des champs, aident leurs parents artisans, ou bien deviennent des ouvriers. Le 19e siècle est alors appelé le siècle noir. Dans les usines, les enfants travaillent plus de 13 à 15 heures par jour. Ils vivent dans des maisons, à 8, dans une chambre, sans voler et une quantité de nourriture très limitée. La loi qui dit que les enfants doivent travailler a été faite par un vote en 1840. Aujourd'hui, les enfants ont de meilleurs modes et conditions de vie. L'âge légal pour travailler est de 16 ans en France. Merci de m'avoir écouté et maintenant je vais donner la parole à Victor Hugo dénonce le travail des enfants dans son roman qui s'appelle Les Misérables. Cosette était exploitée par les Thénardier en faisant leur esclave domestique. Et aussi un autre enfant qui était abandonné par ses parents qui s'appelle Gavroche. Il devait être vite se débrouiller en vivant l'expédient et en rendant quelques menus services. Victor Hugo dénonce de façon pathétique le travail des enfants, montre que le progrès du machinisme industriel rabaisse la société du 19e au niveau des sociétés primitives qui faisaient des sacrifices humains. Des enfants à Lucide au 19e siècle travaillaient en France. Il faut attendre Victor Hugo et sa voix pénétrante pour dénoncer cette injustice et rappeler la nécessité de leur apporter une instruction. Il s'exprime cette opinion dans ses poésies, notamment dans le célèbre Mélancolia. Merci beaucoup Chérif et Anthony. Le prochain est le groupe 5 qui a fait des recherches sur Paris au temps des barricades. Aujourd'hui, on va vous parler de Paris au temps des barricades. Je suis Laïma et voici Lila. Selon toute évidence, nulle autre œuvre littéraire occupe une telle place. L'insurrection républicaine a eu lieu à Paris en juin 1832. Et donc, la majorité des Parisiens construisent des barricades pour révolter contre la monarchie. Ce sont des petites murailles faites d'objets trouvés dans les rues pour se protéger de l'ennemi ou l'État, comme dans le roman. On va voir si Victor Hugo a utilisé des vrais emplacements pour placer ses barricades dans son roman. La plupart sont des vrais emplacements, comme Fille du Calvaire, qui est actuellement une station de métro au 11e arrondissement de Paris. Mais on a aussi des lieux non existants comme Petit Picpus, inventés par Hugo. Merci à Laïma de me passer la parole. Pour les emplacements des barricades, Victor Hugo a utilisé beaucoup de lieux en rapport avec des événements réels, qui existent encore maintenant par exemple. Le jardin du Luxembourg, qui dans le roman était l'endroit où Marcus et Cosette se sont rencontrés. La rue de la Chanvrerie où meurt Gavroche par balle. Et enfin, l'éléphant de bois qui se trouve à la place de la Bastille. Lors de l'insurrection, au total, 65 barricades ont été prises d'assaut par le général Lamarcière. La barricade prise d'assaut la plus célèbre est la rue de la Chanvrerie, prise le 5 juin 1839. Pour résumer, Victor Hugo a utilisé de nombreux lieux qui sont encore existants aujourd'hui. Merci Laïma et Lila. Le groupe 6 est celui qui a travaillé sur l'œuvre adaptée au cinéma. Découvrons ce qui se cache derrière ce titre. Alors, comme point commun, on remarque que dans les 3 premières bandes annonces, il y a les mêmes rôles, et ça parle du même thème, après ce film qui a été repris par le livre Les Misérables de Victor Hugo. Mais le gros point commun, c'est que ces 4 bandes annonces parlent des Misérables. Maintenant, pour les différences, je trouve qu'il y a une bande annonce qui est différente. C'est la dernière. Pourquoi?
car cette bande-annonce parle des vrais misérables. Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls misérables. Mais cette vidéo parle de comment les personnes de peau foncée sont maltraitées, alors que dans les autres bandes-annonces, on parle des misérables, mais en général. Dans chaque bande-annonce, les personnages qui sont généralement mis en avant sont les personnages principaux, comme Jean Valjean, Javert, Cosette, Fantine et les Thénardier. Et cette mise en avant nous montre les passages épiques, dont les moments importants qui vont nous donner l'envie d'aller voir ces films. Parmi ces 4 bandes-annonces, c'est la dernière par Ladji en 2019 qu'on a le plus envie d'aller voir. En effet, dans cette bande-annonce, on trouve que les personnages principaux sont bien mis en avant et de même pour les moments importants du film. Merci beaucoup à Maï et à Diana. L'avant-dernier groupe nous parlera du célèbre poème de Victor Hugo, Mélancolia. Mon nom c'est Bachir. Et mon nom c'est Ali. On va vous présenter le poème de Mélancolia et l'expliquer. Alors, le poème est: où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler à 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison, le même mouvement. Victor Hugo nous raconte et dresse un tableau tragique du travail des enfants. Il nous montre la misère quand les enfants vont au travail. Au vers 2, il dit que ces 2 êtres pensifs, il compare l'usine aux prisons et fait recours au fantisme, il transforme la machine en monstre. Que ce travail aille des mers soit maudit comme le vice, où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Au Dieu qu'il soit maudit, au nom du travail même, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Il utilise la préposition sous, les enfants sont soumis, et les 3 derniers vers dénoncent le travail des enfants et cherchent à persuader le lecteur odieux. Et il nous montre que Victor Hugo est touché, hélas. Merci beaucoup à Bachir et à Alain. Le dernier groupe nous présentera en quelques mots le terme de l'œuvre adaptée au cinéma. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler sur l'œuvre adaptée au cinéma. Moi et mon ami Abdelaziz, on a répondu à 3 questions. La première, c'est si on avait imaginé un caractère de l'histoire, qu'est-ce qu'on avait imaginé, comment on l'aurait imaginé. J'aurais imaginé Gavroche avec les cheveux blonds. J'aurais imaginé Gavroche très énergétique, avec une voix calme et douce et respectueuse des autres. Maintenant, qu'est-ce que Abdelaziz a choisi? Si j'étais le réalisateur des Misérables, pour Javert, j'aurais changé sa personnalité, j'aurais eu de la pitié et changé la couleur de ses cheveux et de style, et son visage, et son attitude et l'intonation de sa voix. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on a remarqué comme différence dans les 3 bandes-annonces qu'on a regardées? On a remarqué beaucoup de différences dans les bandes-annonces. Tout d'abord, les vêtements et les acteurs sont différents. Les styles de cheveux sont différents aussi. Les qualités de vidéo et de son diffèrent. On a plus préféré le film que le roman, car cela ne demandait pas autant d'efforts. Merci beaucoup Youssouf et Abdelaziz, c'est très intéressant. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission avec les 4e 1. Je souhaite remercier tous les élèves pour tous leurs efforts, Monsieur Ben Manana pour nous avoir aidés de tout mettre en place et Madame Ben Harari pour le tournage et la mise en scène. Je vous souhaite à tous une excellente journée.